Les questions d'inondation s'inscrivent forcément dans le parcours d'un préfet ayant fait quelques postes. Pour ma part, je citerai la Vienne et la rivière Le Clain, la Marne, la Loire supérieure, mais aussi la Loire qu'on appelait autrefois inférieure, toutes touchées par des phénomènes de crues dans les 30 dernières années, et bien d'autres encore. Je songe à la Marne lorsque j'étais en Champagne-Ardenne et qui me permet d'un peu mieux comprendre ce qui se passe à Paris. Vous dirais-je aussi d'un mot que le 22 septembre 1992, j'étais préfet de Vaucluse au moment de la catastrophe de Vaison-la-Romaine et que je n'oublie pas l'aide que nous ont apportée les camarades de l'association régionale de l'IHEDN pendant les 15 jours de plan Orsec à ce moment-là. Je sais ce que peut produire une inondation, certes cataclysmique, donc différente de son régime, de ce que l'on peut connaître, redouté à Paris et en région Île-de-France, mais je sais aussi que les conséquences d'une telle submersion sont des conséquences qui durent des années, qui modifient profondément les choses et qui bouleversent une société, son économie, en même temps qu'elle exige des investissements de reconstruction énormes. On est là pour parler du territoire francilien et des enjeux. On considère que 500 km² de notre région Île-de-France sont en zone inondable. On considère que 10% du territoire parisien serait impacté par une crue centenale. On considère encore ces chiffres par rapport à ce que représente la région Île-de-France dans la production de richesse nationale. Je rappelle que l'Île-de-France, c'est 29% du PIB national. On estime encore que les dégâts qu'une crue centenale pourrait provoquer tant dans les biens publics que dans les biens privés au titre des interruptions de fonctionnement, les dégâts se situent entre 25 et 40 milliards d'euros. C'est en tout cas 5 millions de citoyens, de nos concitoyens d'Île-de-France, qui seraient impactés si un tel phénomène que la crue centenale devait se produire, car je rappelle que la cinétique lente d'un tel phénomène en région Île-de-France ne signifie pas son innocuité. On estime qu'on pourrait assister à une montée des eaux pendant une douzaine de jours et qu'il faudrait 5 semaines pour que la décrue produise tous ses effets. Alors, devant une telle situation, on pense bien entendu gestion de la crise. C'est le domaine de mon collègue préfet de police, le secrétaire général de la zone de défense en parlera. Mais il s'agit bien évidemment de se préparer et par conséquent d'anticiper. La prévention, elle est essentielle, elle est le fait des pouvoirs publics, mais il faut que nous réussissions à faire qu'elle soit celle de tous les acteurs, pour ne pas dire de tous les citoyens. Le préfet de la région Île-de-France a un double pouvoir en la matière, puisqu'il est à la fois préfet de région et du département de Paris, mais il est aussi préfet coordonnateur du bassin de la Seine, ce qui me donne des compétences qui me permettent de dialoguer avec mes collègues des régions Champagne-Ardenne, Bourgogne en amont, des deux Normandie en aval, pour faire court, et un petit peu du centre, et qui me permet éventuellement d'exercer des compétences, s'il le faut, pour prendre des mesures. Ceci s'appelle la prévision des crues. Elle se fait à l'échelle de l'Île-de-France sous mon égide directement. Elle se fait au titre de la direction de l'environnement de Champagne-Ardenne, en étroite liaison avec nous, pour les cours d'eau qui sont essentiellement l'Aube, la Marne et la Seine supérieure. Vous le savez, ont été créés depuis 50 ans une série de grands barrages réservoirs. Il y en a un dans la Nièvre, un dans l'Yonne, il y en a 3 dans l'Aube, la Marne et la Marne, qui sont les 3 barrages, Aube et Seine en amont de Troyes, et le barrage du Der dans la Marne. Vous savez aussi qu'il est question
d'éventuellement créer une réserve supplémentaire en la matière aux frontières de la Seine-et-Marne et de l'Aube avec le secteur de la Bassée, mais ceci n'est pas encore arrêté. Il s'agit donc d'écréter éventuellement les phénomènes d'inondation. Ceux-ci se présentent chaque année pratiquement. Souvenez-vous qu'au mois d'avril-mai de cette année, la région troyenne a été submergée et que les lacs étaient pleins à ce moment-là, puisqu'on essayait au maximum d'écréter. Dites-vous aussi qu'au mois de novembre de cette année, nous avions atteint, en raison de la pluviosité de toute cette année, un taux exceptionnel de remplissage et mon pouvoir a dû s'exercer en la matière, ma compétence, puisque j'ai dû accepter de continuer à inonder des surfaces agricoles en Seine-et-Marne les 3 dernières semaines, de façon à vider les barrages réservoirs de l'amont qui étaient trop pleins et qui n'auraient pas pu jouer leur rôle d'écrêtement si, en janvier-février prochain ou plus tard dans la saison, la pluviosité avait été celle que l'on connaît habituellement en hiver en moyenne. Donc anticiper, gérer, mais aussi prescrire. J'ai en la matière 3 instruments essentiels. Les plans de prévention et des risques d'inondation, qui sont une compétence qui me permet de fixer des exigences constructives minimales sur tous les nouveaux projets d'urbanisme et de construction. Et il s'agit en particulier de prévenir l'urbanisation des zones qui sont les zones naturelles d'expansion des inondations. La gestion face à une inondation, un risque d'inondation, ça peut être stocké, mais c'est aussi utiliser les effets naturels qui sont considérables et qui ne doivent pas être atténués. Deuxième instrument après les PPRI dont je viens de vous parler, le plan de protection contre les inondations, qui est imposé, aux principaux opérateurs de services publics de notre capitale. Vous savez, vous aurez peut-être l'occasion d'en parler, mais la presse s'en fait souvent l'écho, par exemple, de ce qui est fait pour protéger le métro contre les fameuses images que nous connaissons de l'inondation de 1910 dans le réseau de l'époque. Enfin, troisième instrument à ma disposition, ce sont les plans de continuation d'activité, car il s'agit de prévenir l'inondation, mais il s'agit aussi de prévenir ses conséquences. Et les conséquences d'une inondation, c'est évidemment les conséquences sur les réseaux structurants, transport, énergie, fluide, sur les secteurs essentiels à la vie humaine et de société, l'alimentation, l'offre de soins, et puis même l'hygiène qui peut être une préoccupation première dans une telle circonstance. Enfin, naturellement, d'essayer de pallier au maximum les conséquences d'une inondation sur l'activité humaine et notamment sur l'activité économique, avec toutes les conséquences nationales, voire européennes. Je rappelle que la région Île-de-France, c'est presque 5% du PIB européen. Donc vous voyez ce que représenterait à l'échelon pratiquement du continent une submersion qui n'aurait pas été prévenue ou qui ne serait pas organisée. Troisième rôle qui est le mien, c'est de sensibiliser et mobiliser. L'État n'est pas le seul acteur. Les collectivités locales sont compétentes en matière d'aménagement, d'urbanisme, de gestion aussi des ouvrages de protection et d'écrêtement. C'est un établissement public présidé par un élu de Montreuil qui gère les grands barrages dont je vous ai parlé. Et puis, naturellement, tous les opérateurs privés, à commencer par les entreprises et les délégataires de services publics, sont nos correspondants, mais ceux dont j'attends qu'ils se mobilisent pour préparer, anticiper, pallier, éviter autant que possible d'être vulnérables aux conséquences d'une telle inondation. J'en aurais terminé en vous disant que la directive inondation, qui est en date du 23 octobre 2007, est venue fixer de nouveaux objectifs en matière de gestion de risque, tout en confortant le niveau du bassin dont je vous ai parlé, le bassin Seine-Normandie,
dans le choix de l'échelon territorial pertinent au titre des mesures de préparation. Dans notre territoire d'Île-de-France, le texte visant à déterminer en particulier des territoires à risque important, les TRI, a déterminé que 2 territoires à risque important existent dans notre région, l'agglomération de Meaux d'une part et l'agglomération parisienne. Malgré tout ce que l'on fait, malgré aussi, je ne l'ai pas évoqué, notamment des levées et des digues, nous avons toujours un risque, il est permanent. Illustration de mai et de novembre de cette année 2013. Pour y faire face, il n'y a pas que ces mesures. Il nous faut mieux connaître le régime du fleuve et de ses affluents. Nous avons encore à acquérir des connaissances, mais l'observation du territoire, de ses spécificités géographiques, des modes d'occupation du sol toujours évoluants, des régimes des différents bassins versants sont totalement indispensables pour pouvoir s'organiser face à ce risque. J'ajoute, je l'ai évoqué, que la mobilisation des collectivités locales, des services et opérateurs, qu'ils soient de l'État, qu'ils soient du secteur public ou qu'ils soient privés, doivent accompagner la réduction de la vulnérabilité des entreprises. Je l'ai cité, mais c'est indispensable. Enfin, quand on voit certaines des images de 1910, on ne peut pas s'empêcher de se dire que nos concitoyens, nos ancêtres, avaient une belle capacité de résistance, sinon de résilience. Cette photo que l'on voit enjambant d'un fauteuil à l'autre d'un jardin public pour cheminer, est-ce que ce sont encore des choses que l'on admettrait maintenant? Mais n'avait-il pas aussi une proximité avec ces risques que notre civilisation urbaine a largement perdu? Autrement dit, un des grands objectifs que nous avons à servir, c'est de sensibiliser nos concitoyens, de ne pas en faire seulement des demandeurs de prestations lorsque le risque arriverait ou lorsqu'il serait avéré, mais bel et bien d'en faire des citoyens actifs dans la préparation et éventuellement dans la gestion de ce risque. Merci.